Henriot, je suis enseignant-chercheur en paléontologie à l'Université de Lorraine. Alors enseignant-chercheur, on dit aussi maître de conférence, donc je donne des cours et je fais de la recherche sur mon domaine d'activité. Alors donc je suis, comme je l'ai dit à l'instant, je suis paléontologue, donc ça veut dire que j'étudie les traces de vie anciennes qui ont été préservées dans les roches essentiellement. Et plus précisément, moi je travaille sur des microfossiles, c'est-à-dire des fossiles dont l'étude nécessite l'utilisation de techniques particulières pour les extraire, pour les sortir de la roche, et également pour les observer, puisque j'ai recours à un microscope. Bah, ça dépend des géologues. Alors là, en l'occurrence, moi j'ai les deux parties dans mon métier, hein. Quand je vais ramasser des échantillons sur le terrain, bah, je suis sur le terrain, je suis dehors. Et puis quand il s'agit de traiter les échantillons, de les analyser, de les observer, de rédiger des rapports, de faire de l'enseignement, bah, je suis en bureau. Donc il y a les deux, il y a les deux parties. Alors moi j'ai un parcours scientifique, on peut dire classique, hein. Donc après un bac général, j'ai fait des études de biologie et de géologie à l'université de Savoie d'abord, puis à l'université de Bourgogne. Après je suis arrivé à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, donc toujours dans l'Est. Et pour continuer encore dans l'Est, je suis arrivé à l'université de Nancy, qui est devenue depuis l'université de Lorraine. Alors, moi, j'ai un intérêt pour tout ce qui est les matières naturalistes au départ. Et comme je m'intéresse à la biologie et à la géologie, ben, faire de la paléontologie, c'est le meilleur moyen de concilier les deux, puisqu'on s'intéresse à la fois aux roches et aux fossiles, au reste d'organismes qu'elles contient. Alors en ce moment, moi je travaille donc comme je le disais tout à l'heure sur des microfossiles et je travaille sur des microfossiles qui sont des microfossiles de pollen, hein, des pollens fossiles qui datent du Jurassique, c'est-à-dire l'époque des dinosaures, hein, l'époque où les dinosaures étaient présents sur Terre. Voilà, donc Jurassique, allez, en 150, 100 000, 160 millions d'années à peu près. Alors ça, c'est difficile à définir en une phrase, hein, le climat. Mais on peut essayer de le faire par différence avec la météo, parce que souvent Oui, il y il a n'y a une pas de souci. confusion entre les deux termes. Donc la météo, c'est le temps qui fait tous les jours, c'est le temps qu'on prévoit pour le lendemain aussi, c'est l'évolution au jour le jour des facteurs température, ensoleillement, etc. Alors que le climat, ça va être quelque chose qui va correspondre à une observation sur le plus long terme. Donc si on faisait une comparaison avec un livre, la météo, ça pourrait être une page du livre et le climat, ça serait le livre tout entier. Bah, la géologie, alors comme son nom l'indique, moi j'aime bien faire de l'étymologie, hein, c'est-à-dire partir de Oui. l'origine des mots, hein. Donc ça se compose de géo et logos. Logos, c'est le discours, c'est la science. Et géo, c'est la Terre, hein, donc c'est la planète Terre. Donc c'est l'étude de notre planète et plus particulièrement des roches qui composent cette planète. Mais la géologie, c'est une science très très vaste avec un grand nombre de disciplines à l'intérieur et Mm. dont la paléontologie que moi je pratique, mais également, il y a des gens qui s'intéressent évidemment, vous le savez, aux volcans, qui s'intéressent aux roches sédimentaires, ou qui vont s'intéresser à la chimie des roches ou à la physique des roches. Alors le lien entre la géologie et le climat, il se fait par les modèles, c'est-à-dire que les, les climatologues sont des gens qui travaillent sur des modèles numériques. Ils vont faire tourner des ordinateurs pour reconstituer le climat, comprendre comment le climat fonctionne, essayer de reconstituer le climat passé et prévoir le climat futur. Et pour faire ces modèles numériques, c'est quelque chose de très compliqué. Ils travaillent sur des ordinateurs extrêmement puissants qui tournent pendant des semaines et des semaines sur ces modèles informatiques. Et ils ont besoin d'alimenter ces modèles. On parle de données, hein, c'est-à-dire que c'est des informations qu'on va fournir à l'ordinateur pour qu'il fasse tourner le modèle, qu'on puisse le vérifier. Et donc c'est là que l'interface se fait parce qu'en fait, les climatologues sont très friands. Ils ont besoin des données de la géologie. Nous, on a des données sur le climat qui remontent. Alors, ça dépend des outils qu'on utilise, mais on va avoir des données sur le climat qui peuvent remonter à des centaines de milliers d'années, à des millions d'années, voire même, pour les plus anciennes, à des milliards d'années. Alors, c'est intéressant la façon dont vous posez la question, parce que justement, on parle souvent de réchauffement climatique, et moi, je préfère qu'on parle de changement climatique, même si, globalement, hein, c'est un réchauffement auquel on est confronté.
Mais c'est vrai qu'en fonction des mécanismes et de la complexité de ces mécanismes, on ne va pas observer les mêmes effets partout et au même moment. Donc il peut y avoir paradoxalement, il pourrait y avoir des endroits où, je vais prendre l'exemple du Gulf Stream, qui est un courant dans l'Atlantique Nord, qui a tendance à réchauffer la partie ouest de l'Europe. Si ce courant était perturbé, on pourrait ponctuellement observer des refroidissements. Mais globalement, hein, il faut bien le dire, globalement, la tendance est au réchauffement, ce qui veut dire qu'on observe des réchauffements à de nombreux endroits de la planète, y compris jusqu'au pôle, hein, puisque vous le savez, les pôles actuellement, la banquise au pôle Nord en particulier, connaît des épisodes de fonte de plus en plus prononcés, et à certains moments en été, la glace est vraiment très très réduite. Donc globalement, c'est plutôt des réchauffements avec des effets différents suivant les endroits où on les observe. Et c'est vrai qu'on peut dire que en général, ce sont plutôt les pôles qui sont touchés, beaucoup plus le pôle nord que le pôle sud, hein, pour des raisons géographiques, mais on observe des perturbations très fortes sur les pôles. Alors le rôle qu'on peut avoir, ben, le rôle il est tout simple, hein, parce qu'on n'a pas évoqué les mécanismes, mais le réchauffement, il est lié à la présence des gaz à effet de serre. Ouais. Hein, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est des gaz qui sont dans l'atmosphère et qui permettent, ils sont très utiles parce qu'ils permettent de garder une partie de la chaleur que le Soleil nous envoie, de l'énergie que le Soleil nous envoie sous forme de chaleur à la surface du globe. Et c'est ce qui permet à la planète d'être habitable parce que s'il n'y avait pas cet effet, on aurait une température d'environ moins 20 degrés, ce qui ne serait pas très agréable et ça donnerait de l'eau gelée en particulier, ça ne serait pas très favorable à la vie. Donc cet effet de serre, à la base, c'est un effet qui est très bénéfique. Le problème, c'est que si on l'accroît, si on l'augmente, en rejetant dans l'atmosphère des gaz qui sont produits par les activités humaines, eh bien, on perturbe le climat. Hein, on perturbe ce climat, et en particulier, vous avez entendu parler du CO2, le gaz carbonique, qui est un des principaux gaz à effet de serre dans les études que l'on fait, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus, il y a le méthane notamment, qui sont également des gaz à effet de serre assez puissants. Et donc, en émettant ces gaz à effet de serre par les activités humaines, on perturbe le climat parce que on va augmenter la quantité de chaleur qui est retenue sur Terre et donc faire monter les températures globales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut réduire notre consommation. Je pense que c'est le terme principal. Il faut réduire la consommation. Tout ce qui amène à accélérer la machine industrielle, donc à faire tourner les usines plus fort, à produire des gaz à effet de serre, il faut le limiter au maximum. Donc, il ne faut pas changer de portable tout le temps, il ne faut pas changer de vêtements tout le temps, il ne faut pas changer de voiture également. Il ne faut pas prendre l'avion parce que l'avion, c'est un moyen exceptionnellement rapide de rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Voilà un petit peu ce qu'on peut envisager comme action concrète pour lutter contre le changement climatique. Alors ça c'est vraiment la question à laquelle aucun scientifique ne peut répondre correctement. Alors on peut demander à un astrologue, hein, mais les Mhm. astrologues c'est pas des scientifiques, hein, donc jusqu'à preuve du contraire. Et peut-être qu'ils se risqueront à faire une prévision. Moi je ne vais pas me risquer à faire une prévision parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend déjà de paramètres naturels qu'on ne connaît Mhm. pas tous pour l'instant. On les étudie justement pour essayer de comprendre comment fonctionne le climat. Et puis ça dépend aussi de paramètres sociétaux, enfin de ce que l'humanité va accepter de faire, des changements de comportement dont on parlait à l'instant, qui peuvent effectivement changer complètement la donne. Si on se met à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas supprimer le réchauffement climatique, le changement climatique, mais on peut le ralentir, on peut faire qu'il soit plus gérable. Donc, je ne vais surtout pas vous dire ce que sera la planète dans 50 ou 100 ans, j'en sais absolument rien. Et celui qui vous dirait le contraire, je pense ça serait un menteur. On peut imaginer des tendances. Si on ne fait rien, la planète sera sans doute pas très confortable dans 100 ans. Si on continue à- à pratiquer comme on pratique actuellement, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, une consommation débridée, des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va sûrement pas être un très beau résultat. En revanche, si on réagit, ça sera peut-être mieux. C'est un peu difficile à dire, mais je pense que le meilleur souvenir, c'est quand on fait une hypothèse et puis qu'elle se vérifie au moment où on examine les données. Ça m'est arrivé notamment une fois.
Je me souviens avoir prédit que dans un échantillon, on allait sans doute trouver un fossile qu'on cherchait depuis un moment, et puis de l'avoir trouvé, oui, c'est un moment plutôt agréable. Un microfossile, c'était du microplancton marin, c'est un peu difficile à décrire, parce que c'est un tout petit élément qui fait 50 microns, 50 millionièmes de mètre, donc c'est tout petit. Mais voilà, c'est un marqueur important pour comprendre le déroulement des temps géologiques. Et voilà. Je peux pas que ça soit un peu technique, mais voilà, c'est en rapport avec ce que je fais actuellement. Donc, c'est vrai qu'on travaille sur des limites de l'échelle géologique. Hein. L'échelle des temps géologiques, elle comporte des aires, ça en général tout le monde le sait. On parlait d'aires primaires, secondaires, on ne le dit plus maintenant, on dit ère paléozoïque, ère mésozoïque, ère cénozoïque. Hein, donc c'est l'équivalent de primaire, secondaire, tertiaire. Et puis dans ces aires, ben, il y a d'autres subdivisions, des systèmes, des séries et puis des étages. Voilà. Et donc on travaille beaucoup actuellement sur la définition des limites des étages, et c'est quelque chose de très important parce que l'échelle géologique, c'est l'échelle que tous les géologues à travers le monde utilisent pour se repérer dans les temps géologiques qui sont immenses, hein, 4,5 milliards d'années. Et donc on a besoin de nommer des périodes dans cette durée très très longue pour se repérer dans le temps. Et donc, il y a un gros travail qui est en permanence en révision sur les limites des temps géologiques, à l'intérieur donc des temps géologiques, et ces limites. Bah, par exemple, ça peut être une grande crise. J'espère qu'on ne va pas provoquer l'apparition d'une nouvelle limite dans les temps géologiques. On peut le craindre. Et on peut travailler sur les traces qu'ont laissé ces limites. Et donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Et les microfossiles que j'évoquais peuvent nous aider à reconnaître ces limites parce qu'on va observer un grand changement à un moment donné entre deux couches de sédiments qui se succèdent. Et ça permet de reconnaître cette limite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, consommer moins, réduire sa consommation. On peut vivre tout aussi bien, voire même mieux en consommant moins, en réduisant son impact sur la planète, et donc en réfléchissant, en se servant tout simplement de son cerveau pour se dire, bah, cet objet que je veux absolument m'acheter, que la publicité m'a donné envie d'acheter, est-ce que j'en ai réellement besoin? Voilà, on peut se poser la question à chaque instant. Vous verrez que vous ferez des économies et que finalement vous ne serez pas plus malheureux et vous aiderez à ne pas pourrir le climat de la planète.